Alain de Benoît, nous reprenons notre conversation. Nous étions restés au voyage, à votre vie, votre xénophilie presque. Vous aimez l'étranger en ce qu'il est étranger, justement. J'aime l'étranger en ce qu'il est autre et que j'aime l'altérité. Je ne suis pas xénomane, je suis plutôt xénophile. Et je déteste la xénophobie et plus encore le racisme. Je suis désolé de voir à quel point les problèmes de l'immigration ont engendré de la xénophobie. Je suis convaincu que l'on peut être parfaitement critique de l'immigration. Ce que vous êtes. Et il faut l'être. Et dénoncer les pathologies sociales qu'elle engendre, sans être pour autant xénophobe. J'étais récemment en Jordanie. Un peu auparavant, j'étais dans un autre pays musulman d'Europe, celui-là, qui est l'Azerbaïdjan. Et il suffit d'aller dans tous ces pays pour voir que les problèmes se posent d'une manière qui n'est pas ce que nous voyons ici en France. Je ne me considère pas comme un citoyen du monde, ne serait-ce que parce que on ne peut être citoyen que d'une unité politique et que le monde n'est pas une unité politique. Donc ça serait dramatique d'ailleurs. Je n'aime pas le cosmopolitisme. Je pourrais admettre le terme de cosmopolite dans le sens que lui donnait Paul Morand, si vous voulez. Très français. Très français, oui. Oui. Très français. Et il y a cette phrase de Claudel, ce que chacun peut apporter de meilleur au monde, c'est soi-même. Commençons par être nous-mêmes et donnons-nous au monde essayons d'être nous-mêmes et essayons de comprendre l'altérité. Je suis très frappé de voir la difficulté que les gens ont à admettre l'altérité, y compris ceux qui ont un discours humanitaire, car quand on démonte ce discours humanitaire, on s'aperçoit qu'il y a une interprétation de l'autre comme n'étant finalement pas autre, mais le même. Vous avez entendu ce discours, qui vient de loin d'ailleurs, tous les hommes sont frères, au-delà de nos différences, on est finalement les mêmes, et c'est pour ça qu'on doit faire bloc, etc., etc., etc. Je crois que c'est tout à fait faux. C'est une insulte à la diversité du monde. Les individus ne sont pas interchangeables et ne sont pas réductibles les uns aux autres, il en est même des peuples et des cultures, et je crois que l'humanité est riche de sa diversité. Ceux qui s'alarment de l'immigration et des excès de l'immigration sont les défenseurs de la diversité du monde, justement, oui, contrairement à ce que l'on croit. Tout à fait. Alors, il y a peut-être une question qui peut naître à ce point de notre conversation, c'est la question de l'islam, qui commence à poindre au fond après l'invasion de l'Afghanistan par la Russie dans les années 80, l'instrumentalisation par les États-Unis, il faut bien le dire, oui, du fondamentalisme musulman, la révolution en Iran et le début de la déferlante, on peut parler de déferlante, je crois, islamiste. De quel œil la voyez-vous et est-ce que vous faites votre... je crois une phrase très profonde prononcée en 2007, me semble-t-il, à Ratisbonne par Benoît XVI, qui stigmatise intelligemment, mais ça a été très compris comme une stigmatisation, l'islam par le refus du dialogue, le refus du logos. Et il voit là une grande distinction entre l'Europe et l'islam, qui est peut-être intéressante. L'Europe serait le fruit du logos grec, c'est-à-dire de l'entretien, de la conversation, de la remise en cause, alors que l'islam serait bien davantage une soumission à un livre. Et je crois que vous citez quelque part une phrase d'Aristote. Non, c'est Aristote ou saint Thomas, je suis désolé, la référence elle est incertaine. Je crains l'homme d'un seul livre. Je crois que c'est saint Thomas d'Aquin. C'est de saint Thomas. C'est de saint Thomas, oui. Ce qui ne l'empêchait pas d'ailleurs être quand même l'homme de quelques livres. Oui, peut-être plusieurs. Oui, c'est un débat qui est très vaste parce qu'on est en pleine confusion. Oui. Il y a un phénomène qui est la montée de l'islamisme politique et plus particulièrement djihadiste, encouragé par les États-Unis depuis au moins l'affaire d'Afghanistan, sinon plus, puisque les États-Unis ont toujours misé sur les mouvements arabes islamistes contre les nationalismes arabes laïcs. Mais les Britanniques faisaient la même chose. Qu'ils présumaient être pro-soviétiques, etc. Donc il y a une responsabilité américaine énorme dans cette affaire. Après, il y a eu l'explosion à laquelle nous sommes confrontés aujourd'hui du djihadisme, et puis alors, il y a eu par ailleurs
l'invasion migratoire, le terme n'est pas exagéré, c'est-à-dire une immigration massive, incontrôlée, très rapide, et mettant en scène, mettant en jeu des millions, des dizaines de millions de personnes. Je crois que ces deux phénomènes, qui se joignent évidemment aujourd'hui, doivent être analysés séparément. Il y a des gens qui pensent que finalement le conflit contre le djihadisme auquel nous sommes confrontés, c'est la suite de la vieille lutte de l'islam et de la chrétienté, les Turcs, les Maures, les Sarrasins, etc. Je crois que ce genre de Elle est un peu vécue comme ça de la part des islamistes. Oui, mais bien sûr, chacun le décrit subjectivement de cette manière. Je ne suis pas certain que ça correspond à la réalité. Il faudrait aller voir de façon plus précise comment s'articulent le politique et le religieux dans ce type de revendications. Et ce n'est pas les islamologues de comptoir qui aujourd'hui vont nous expliquer ce que c'est que l'islam, ce que ça n'est pas, etc. L'affaire est très complexe. Et je crois qu'il faut la regarder avec un œil attentif, mais également conscient de cette complexité. L'intolérance islamique est évidente. Il y a eu dans l'histoire, vous le savez bien, des manifestations d'intolérance chrétienne et auparavant d'intolérance biblique. Lisez le livre de Josué, et vous y verrez décrit des scènes qui ne font pas honneur l'histoire est faite à coup d'intolérance à l'humanité. Mais c'est un sujet trop vaste, évidemment, pour qu'on l'étudie dans le détail dans le cadre d'un tel entretien. Est-ce qu'on ne pourrait pas, je reprends Benoît XVI et ce discours de Ratisbonne, penser, quand on aime l'Europe, justement, que l'éruption de l'islam est une façon pour l'Europe, confrontée à un autre, de se redéfinir elle-même, peut-être à partir du logos grec, en tous les cas de ses racines grecques, la chrétienté à elle-même, des racines grecques d'ailleurs. Vous savez qu'on a beaucoup c'est une façon de rebâtir on a beaucoup parlé des racines chrétiennes, évidemment. Oui. Terme que je n'ai jamais employé pour une raison très simple, c'est que les racines, par définition, c'est ce qui va au plus profond. Et lorsque le Christ est apparu, la culture européenne, la civilisation européenne, les cultures européennes avaient déjà derrière elles quelques siècles ou quelques millénaires, et par conséquent... C'est l'Antiquité. Il est très difficile, c'est l'Antiquité, et ça remonte, disons, à la proto-histoire, ou ça remonte à cette culture indo-européenne dont sont issues la plupart des cultures historiques de l'Antiquité. Rendons hommage à Dumézil, ici. Oui, que j'ai bien connu, et pour qui j'avais une très grande affection, qui a été vraiment l'un des très grands indo-européanisants du XXe siècle, ce qui lui a valu d'ailleurs de se trouver au centre d'un certain nombre de polémiques. Parenthèse, vous l'avez rencontré, vous avez... Ah oui, très souvent. Oui, il me recevait très souvent chez lui. J'ai contribué, je dois dire, à le faire élire à l'Académie française, car lorsqu'il avait été question qu'il se présente à l'Académie française, j'avais reçu la visite de René Huyghe, qui était à ce moment-là, avant Maurice Druon, le secrétaire perpétuel de l'Académie française, et qui m'avait dit « Les académiciens ne savent pas très bien qui est Dumézil, mais vous avez publié un numéro spécial de Nouvelle École sur Dumézil, est-ce que vous pourriez le renvoyer à tous, comme ça ils vont savoir qui est Dumézil ?» J'avais des relations très amicales avec René Huyghe, comme j'ai eu aussi des relations très amicales avec Maurice Druon par la suite. Et donc, lorsque Dumézil a été élu, lors de la cérémonie où il a fait son discours, n'est-ce pas, il a voulu absolument que je sois là pour assister. Non, nous avons eu jusqu'à sa mort des relations très, très amicales, et c'était un homme stupéfiant d'érudition, parce qu'il devait parler une bonne trentaine de langues, dont une dizaine de langues disparues depuis plusieurs langues. Oui, il s'était même passionné pour les langues, pour le quechua au Pérou, pour les langues du Caucase. Il a notamment écrit un livre sur la langue oubik, dont il a connu le dernier locuteur,
extraordinaire. Oui, il faut dire qu'au XXe siècle, la moitié des langues ont disparu. Il en disparaît tous les ans, des langues peu parlées, mais qui contribuent évidemment à réduire, ça fait partie, c'est un des chapitres de la réduction de la diversité culturelle humaine. Et de la nature aussi. Donc le christianisme est né en Palestine, hors d'Europe, s'est implanté rapidement en Europe, il a lutté pour s'implanter durablement. Dans un premier temps, il a affronté les religions qui étaient déjà présentes de façon frontale, puis, comme il arrivait mal à les déraciner, il l'a composé avec elles. Le calendrier liturgique chrétien, par exemple, est entièrement calqué sur les fêtes, les anciennes fêtes. Oui, dans les années païennes. 80, vous avez publié un livre, Célébrer Noël. Oui, j'ai publié deux livres, en fait, deux petits livres sur Noël, et puis j'ai surtout publié un très gros volume sur les traditions populaires, qui est un sujet qui m'a beaucoup intéressé. Et la fête de Noël, oui, je peux dire personnellement, j'y suis très attaché. C'est sans doute un souvenir d'enfance. Je trouve que c'est une fête merveilleuse. C'est la fête où la nuit est la plus noire et où la promesse du retour de la lumière, du retour du soleil, les jours vont recommencer à augmenter, les arbres de Noël, les bougies, les repas de Noël. Je trouve que c'est une tradition tout à fait merveilleuse au sens propre du terme, et il est tout à fait logique que les chrétiens qui n'avaient aucun moyen de savoir quand était né Jésus, aient fixé la date de sa naissance à l'ancienne célébration du soleil invaincu, de Sol Invictus, chez les Romains, qui était la fête traditionnelle du solstice d'hiver depuis des millénaires. Alors là, on s'approche un peu de la Grèce, justement, plus ancienne que le christianisme, et qui est peut-être une des sources du christianisme. D'ailleurs, Benoît XVI l'admettait. Qui a en partie contribué, oui. Et oui. De même à Rome que certaines intuitions stoïciennes ont été reprises, mais ça c'est tout le travail de la patristique qui a pris, rejeté, Plotin, Augustin, supprimé, fait disparaître ou au contraire mis en valeur tel ou tel héritage de la pensée. Mais pour vous, je fais référence à des conversations anciennes entre vous et moi. Le fondement de l'Europe, c'est la Grèce en réalité. C'est pas par hasard d'ailleurs que vous avez intitulé votre groupe de recherche. Je pense que c'est plus large, mais il est certain que, bon, d'abord, nous en savons plus, compte tenu de l'usage de l'écriture, sur les civilisations gréco-romaines que sur la civilisation celto-germanique, où nous sommes amenés à établir des conjectures par le biais de l'archéologie, de la linguistique comparée, etc. La Grèce est évidemment, moi, quelque chose qui me... J'ai écrit quelque part que, alternativement, je me suis senti plus gréco-romain ou plus romain que grec. Mais je crois que, définitivement, c'est quand même la Grèce qui l'emporte, à la fois sur le plan politique. Je préfère le modèle de la démocratie grecque au modèle de l'impérialisme romain, qui a pourtant eu ses grandes heures. J'aime aussi les empires, mais j'aime cette vie politique grecque. Et puis la Grèce, c'est quand même la patrie conjointe de la tragédie et de la philosophie. Et c'est surtout à cela que je suis sensible. Un certain forme de polythéisme. Tout à l'heure, vous parliez de Noël, Sol Invictus, la période la plus sombre et donc la plus prometteuse de l'année. Et dans vos mémoires, on découvre que vous avez, ça ne doit pas être un hasard, vous avez épousé votre femme, Doris, qui est une Allemande d'ailleurs, un 21 juin 1972, je crois, et vous notez, c'est le solstice d'été. Oui. Ça compte beaucoup, ça, le cours du soleil, la suite des saisons. Vous avez raison, c'est un choix symbolique. Ma femme, qui est une Allemande du Nord, en partie d'origine danoise, nous nous sommes mariés à Hambourg le 21 juin 1972. Il m'a paru tout à fait naturel de choisir une fête de solstice. C'est la Saint-Jean. C'est la fête de la Saint-Jean, c'est la tradition immémoriale des feux de la Saint-Jean, des feux de Saint-Clair. En Normandie, n'est-ce pas? Saint-Clair, c'est la clarté, c'est le soleil, bien sûr. Alors, je vais vous poser une question brutale et difficile, Alain Benoît. Non, il n'y a pas de question difficile. Mais je voulais vous la poser depuis longtemps.
Est-ce qu'on n'est pas en train de chercher et peut-être de trouver des fondements à l'Europe? Des fondements les fondements de l'Europe, oui. ou donner des fondations à une culture européenne qui est un peu insaisissable. Dans une précédente conversation, vous nous disiez, nous étions chez vous dans les Yvelines, qu'on parle beaucoup de civilisation européenne, vous préféreriez parler de culture européenne. Je ne vois pas la distinction que vous faites. Et je ne vois pas les fondements de cette culture-là. Civilisation, c'est peut-être plus facile de trouver, non? Ça, c'est une réflexion, je dirais, typiquement française. Je veux bien le croire. Cher Paul-Marie. J'opposais culture et civilisation dans l'esprit de Spengler, voilà. N'est-ce pas? La culture, c'est plus vaste. C'est l'ensemble des façons d'être, l'ensemble des modes de vie et des valeurs partagées. Ça, la civilisation, c'est... pas tout à fait, c'est celle un peu de l'ethnologie ou de l'anthropologie culturelle moderne. Donc je crois qu'il y a une culture, il y a une matrice dont sont nées la plupart des cultures historiques en Europe. Cela dit, on peut parler, vous savez, quand on voyage dans le monde, on est classé tout de suite comme européen, et pas comme représentant de telle ou telle nation. Mais en même temps, je ne suis pas du tout de ceux qui croient que cette culture européenne est une culture indistincte, indifférenciée. Je crois que les différences nationales acquises par l'histoire, les différences régionales également, ont une importance considérable. Donc ce sont des niveaux différents. Je serais tout à fait hostile, par exemple, à une Europe qui éradiquerait ces différences intérieures de manière un peu jacobine, comme les Jacobins l'ont fait en France, vis-à-vis des cultures régionales. Oui, alors on peut aussi dire que la culture est universelle et les civilisations sont particulières. Mais enfin, c'est la difficulté de la conversation, on ne met pas toujours la même chose derrière les mots. En général, on dit plutôt le contraire. On parle de la civilisation au singulier, et des cultures au pluriel. Ah ouais, je fais l'inverse. C'est la preuve qu'une conversation est difficile entre deux esprits, aussi proches soient-ils. Ils n'ont pas toujours les mêmes définitions, parce que les intellectuels ne comprennent pas toujours. En tous les cas, les parleurs, les babilleurs. On va encore citer une fois de plus Albert Camus, mal nommer les choses, c'est ajouter du malheur au monde. Eh oui, c'est le désordre. Mais on pourrait aussi parler de Confucius, qui a dit des choses définitives sur la nécessité de bien définir les termes. Et c'est une leçon à laquelle j'ai toujours été fidèle. Je crois que les débats exigent des définitions très pointues, très strictes. Sinon, on est dans le flou. Et aujourd'hui, nous sommes dans l'ère everything goes, n'est-ce pas? N'importe quoi marche. Et c'est la bouillie pour les chats, et finalement. Donc, c'est la bouillie pour les chats, et c'est l'usage indistinct de termes comme république, démocratie. Et on nage dans cette bouillie. Pour citoyen. Ce qu'on appelle débat, c'est une grande partie de nage dans une bouillie langagière. Voilà. Donc, moi, je suis au contraire pour beaucoup plus de rigueur dans l'emploi des mots, et c'est une des raisons pour lesquelles je suis très attaché à la langue française. Vous savez que avec notre ami Philippe de Saint-Robert, j'ai participé à différentes manifestations pour la sauvegarde de la langue française. C'est une langue que je ne crois pas du tout universelle, comme l'imaginait Rivarol, mais je lui vois d'immenses mérites en matière de nuances et de précision. Je suis un individu qui est sensible par-dessus tout aux nuances. Je n'aime pas les propos à l'emporte-pièce, je n'aime pas les slogans, je n'aime pas toutes ces choses où on agite des mots, et puis finalement on ne va pas à la chose même, comme dit Heidegger. Nous sommes encombrés. Mais alors, raison de plus, si je voulais vous gourmander un peu, pour ne pas donner à des mots un sens allemand, comme le fait pour le mot culture. Mais revenons... Non, le mot culture, encore une fois, il est pris dans un sens large par toute l'anthropologie culturelle, d'ailleurs, toute l'ethnologie moderne. La gastronomie, ça fait plus partie de la culture que de la civilisation. Il y a dans la civilisation, même sans adhérer au schéma de... C'est pas ce que fait Curtius, par exemple. Même sans adhérer au schéma de Spengler, pour qui la civilisation c'est la phase terminale d'une culture, même sans reprendre ce schéma, je pense que la civilisation est quelque chose de plus impersonnel, de plus mécanique, et que dans la culture est quelque chose de plus enraciné dans les terroirs, dans les sentiments, dans les traditions populaires. Je vous promets que pour moi c'est exactement l'inverse. Vous voyez qu'il est très difficile. Je suis très sur Curtius. Nous écrirons un essai à 4 mains sur ce sujet. Bon, mais revenons
revenons quand même à cette angoisse, quel que soit le sens que nous donnons au mot. Il faut trouver des fondements à l'Europe. L'Europe est mal construite. Elle ne se reconnaît pas de racines ni chrétiennes ou autres que chrétiennes. Vous êtes très le grand problème de l'Europe aujourd'hui, c'est qu'elle se veut, comme le dit Alain Finkielkraut dans une boutade qui dit bien les choses, l'Europe se veut ouverte à l'ouverture, n'est-ce pas, ou ouverture à l'ouvert. Mais elle ne se soucie plus de savoir qui elle est, ni d'où elle vient, et par conséquent, elle ne va nulle part. Je suis pour l'Europe et je suis très hostile à l'Union européenne. Je pense que le reproche fondamental qu'on peut faire à l'Union européenne, c'est d'avoir totalement discrédité l'Europe. D'ailleurs, aujourd'hui, par facilité de langage, les gens disent l'Europe pour dire en fait l'Union européenne. Alors que c'est l'inverse. C'est l'inverse. Et on a assisté à une mutation absolument fascinante. Il y a 30 ans, l'Europe, pour beaucoup de gens, c'était un peu la solution à tous les problèmes, hein. Non seulement en France, mais peut-être plus encore dans les pays voisins. Et puis aujourd'hui, on s'aperçoit que c'est un problème qui s'ajoute aux autres, et qui les aggrave, et qui les renforce. Alors, ici, plusieurs questions. Vous acceptez le thème identité de l'Europe, le terme en tous les cas. Oui, bien sûr, bien sûr. Où allez-vous la chercher, l'identité de l'Europe ? Alors, l'identité de l'Europe, ce n'est pas facile, ce n'est pas une tâche facile. Mais c'est nécessaire. Parce que, d'abord, l'identité, pour les individus comme pour les civilisations, il n'y a jamais une seule facette, il y en a toujours plusieurs. Hein. Nous avons, en tant qu'individus, une identité de naissance, une identité de langage, une identité professionnelle, une identité sexuelle, une identité... toute une série de choses. Vous acceptez le mot identité. J'accepte tout à fait. Vous n'êtes pas complètement du côté d'Héraclite, tout se change, tout se transforme. Mais ça n'interdit pas du tout. La notion d'identité est parfaitement conciliable avec ce mot d'Héraclite pour une raison très simple, c'est que pour moi, l'identité, ce n'est pas ce qui ne change jamais. L'identité, c'est au contraire ce qui nous permet de rester nous-mêmes en changeant tout le temps. Alors, on revient sur les mots. Identité ne veut pas dire essence. Non, identité veut dire substance. Mais une substance qui se transforme. Une substance qui se transforme et qui pourtant reste la même. L'exemple qu'on peut donner, c'est un exemple très simple dans la physiologie. Cher Paul-Marie, depuis que vous êtes né, tous les atomes qui composaient votre corps à la naissance ont disparu et ont été remplacés par d'autres, n'est-ce pas ? Et pourtant, c'est toujours Paul-Marie Couteau qui... Et alors ça, Platon vous répondrait que c'est une question de forme, mais que l'essence demeure. Ça c'est le dualisme platonicien. Et oui. Je suis du côté de la philosophie du devenir et pas du tout du côté de la philosophie de l'être, ou plutôt je trouve que c'est une fausse opposition, car je considère que l'être devient. Mais dans le cas qui nous occupe, et pour ne pas nous partir sur des échappées Heidegger et autres, je dirais tout simplement que oui, l'identité, c'est une substance. Les Français de 2016 ne sont assurément pas tout à fait identiques aux Français de 1816 mais cherchons par exemple à l'objet de 1916 qui se battaient à Verdun. Mais vous admettez quand même que l'objet Europe a des permanences. Mais bien sûr qu'il y a des permanences. Et alors quelles sont-elles ? Ces permanences, c'est, pour moi, j'ai tendance, mais c'est une démarche personnelle, à les rattacher fondamentalement à la philosophie. Il ne faut pas oublier que la philosophie, lorsqu'elle apparaît, est une manière de remettre en cause la tradition et la religion. Hein, puisque la philosophie est d'abord une interrogation concernant les choses ultimes, alors que du point de vue de la tradition ou de la religion, la réponse est déjà donnée. Hein. C'est en ce sens que Heidegger disait qu'il ne pouvait pas y avoir de philosophie chrétienne. Il pouvait y avoir des philosophes chrétiens, mais pas de philosophie chrétienne. Et cette interrogation qui naît de la philosophie a permis l'émergence d'une notion qui me paraît essentielle, qu'on trouve peu dans les autres cultures, qui est la notion d'objectivité. C'est-à-dire d'essayer de cerner
ce que sont les choses et les rapports entre les choses dégagés des contingences. La vérité, la vérité. La notion de vérité, la notion de beauté, la notion de justice. Du bon. La justice par bon, bien beau. La justice, oui, la justice par opposition à la vendetta. La justice n'est pas la vengeance. La vengeance, elle est souvent très compréhensible, mais elle n'est pas la justice. La justice, c'est le rapport d'équité à l'intérieur d'une relation. C'est le principe romain, suum cuique tribuere, attribuer à chacun la part qui lui revient. Donc cette notion d'objectivité, qui est en même temps une notion dangereuse, parce qu'évidemment, elle implique que l'on sache prendre une certaine distance vis-à-vis de soi. Sinon, on est dans la pure subjectivité. Évidemment. Or, en prenant une certaine distance vis-à-vis de soi, on peut être porté à oublier son identité. Donc, il y a une sorte d'équilibre, toujours difficile, toujours instable à maintenir, mais qui me paraît être le trait le plus profond de la culture ou de la civilisation européenne. Vous voyez, notre conversation devient très sérieuse, et finalement, elle attire les chats, parce que les chats aiment les intellectuels et les écrivains. Oui, il arrive, le chat. C'est un amour partagé, vous le savez bien. Que vous aimez les chats. Alors, je vais revenir, si vous voulez, pour les dernières minutes de cette conversation, à la question de l'Europe, qui est tellement importante pour vous, par un autre biais, peut-être pas par l'islam, encore que déjà, ça nous a permis de poser quelques jalons avec cette notion d'objectivité, et de logos, et de recherche de vérité qui n'est jamais atteinte, qui est toujours remise en question. C'est assez rare, d'ailleurs, dans le monde contemporain. L'Europe se singularise si elle est vraiment cela, si elle est vraiment dans cette source-là. Mais on peut arriver à l'Europe par un autre biais. Nous avons, au début de nos conversations, évoqué le Figaro Magazine, Louis Pauwels, le virage de Figaro Magazine dans les années 80, qui vire un peu un magazine pour cadre supérieur, un magazine plus léger, moins intellectuel, moins audacieux quant à la formation d'une idéologie de droite. Et vous imputez ça beaucoup à l'argent, aux publicitaires, et vous racontez quelque chose qui s'est passé en 79 au Liechtenstein. Vous y étiez. À ce moment-là, le Figaro Magazine était entre vos mains d'une certaine façon, ainsi que Louis Pauwels. Racontez-nous le Liechtenstein. Oh, c'est une anecdote amusante, mais qui est sans doute, en effet, significative. La campagne de l'été 79 dont j'ai parlé avait fait grand bruit. Donc, il y a un certain nombre de cénacles qui se sont dit, tiens, qu'est-ce que c'est que cette nouvelle droite? Il faudrait essayer d'en savoir un peu plus. Et je me suis retrouvé invité par un club de personnages puissants, disons, puissants du point de vue du pouvoir et de la richesse, surtout de la richesse qui donne le pouvoir. Dans un club donc très chic au Liechtenstein, où il avait là des gens de différentes nationalités, il y avait quelques gnomes de Zurich, comme on dit, il y avait des industriels, et qui voulaient savoir... Bon, qui se connaissaient tous très bien. Qui se connaissaient très bien, et qui sont venus me faire passer une sorte d'examen de passage. C'était tout à fait cordial, mais enfin, bon, ils voulaient savoir si la nouvelle droite, c'était bon pour les affaires ou si ça ne l'était pas, n'est-ce pas? C'était finalement le fond de la question, comme je leur ai dit avec beaucoup de ménagement, mais de fermeté, et en leur expliquant le pourquoi du comment, que la nouvelle droite était très profondément critique vis-à-vis de ce qu'on a pu appeler le monothéisme du marché, c'est-à-dire le système de l'argent. J'ai tout de suite vu les visages se fermer, n'est-ce pas? Alors là, c'est très symptomatique. Mais ce qui est amusant, c'est qu'ils m'ont dit « Ah, mais vous réagissez comme cela, mais vous savez, nous pourrions quand même, si vous aviez d'autres positions, vous ouvrir des portes qui permettraient d'avoir une carrière très intéressante. » Et ça s'est passé comme ça? Ah oui, tout à fait. On vous achète? Oui, on vous achète. On vous achète. C'est enrobé de choses, mais vous savez, bon... C'est très significatif, ça. Tel, nous avons les relations nécessaires dans l'édition, les coulisses du pouvoir, les partis, tous les partis d'ailleurs. Mais quand même, il faudrait
vous donniez quelques assurances pour que Alors là, on est en 79. les bourses s'en portent mieux, n'est-ce pas? Je n'avais pas tellement le rapport. Et mais, finalement, bon. cette conception du monde gagne. Oui, mais attendez, je termine cette anecdote parce qu'ils m'ont dit nous avons reçu avant vous un tel et un tel qui n'ont pas eu du tout votre attitude, n'est-ce pas? Vous ne citez personne. Ce qui m'a non, mais ça s'est vu au fil des années 80. Personne, mais ça m'a permis de constater et d'expliquer certaines carrières. Voilà. Non, c'est une anecdote, mais elle est assez marquante quand même. Et surtout, elle est typique de ce qu'il faut bien appeler l'orléanisation de la droite. Voilà, à partir des années 80, l'argent gagne. La famille gaulliste, disons bonapartiste, s'effondre, s'effrite. La vieille droite légitimiste reste cantonnée dans les marges. Et la droite libérale, orléaniste, la droite du pognon, n'est-ce pas, s'étend et préempte les partis politiques, les cercles d'influence, les cercles de pouvoir. Alors nous allons vous retrouver... Plus encore qu'elle ne l'avait fait dans le passé. Alain Benoît, nous allons vous retrouver dans une nouvelle émission. Au fil des années 80, il y a une sorte de marche à la solitude. Je ne sais pas si vous acceptez ce terme, peut-être un peu sévère, mais le Figaro Magazine se dérobe, vous ne faites plus que quelques collaborations, la droite française vire au fric, et du coup, vous n'aimez plus du tout... non sans réticence vous dire de droite. Absolument. Ça change beaucoup la perspective pour vous. D'une certaine façon, à l'échelle internationale, les choses vont mal aussi. Nous reviendrons sur un livre que vous publiez un peu après, Communisme et Nazisme. Le communisme s'effondre à l'Est, mais enfin, si on peut parler de communisme, mais le siècle touche à sa fin, il faut en faire le bilan. Et ce bilan, il est terrible parce qu'on constate, et on va le voir par exemple à propos de la guerre du Golfe dans les années 90, celui qui gagne, c'est ni le communisme, ni le nazisme, ni la culture européenne, ni l'islam, c'est le mercantilisme américain. À partir des années 90, la solitude est grande à l'échelle nationale comme à l'échelle internationale. Dans un premier temps, disons, vous parlez de solitude, disons plus exactement que c'est l'époque où s'étend en France, les années 80-90, une véritable chape de plomb. Alors ce qu'on appelait auparavant le terrorisme intellectuel, ça existait déjà, mais là, tout se bétonne. Pensée unique, d'ailleurs, c'est votre formule, c'est vous qui lancez la formule. Oui, c'est moi qui ai inventé l'expression de pensée unique par rapport à une critique générale de l'unique, hein, marché unique, langue unique, Dieu unique, que sais-je. Et cette formule de pensée unique, qui a connu une belle fortune par la suite, définit assez bien, c'est l'invasion du politiquement correct, la pensée critique, d'une manière générale, disparaît. Il n'y a plus que les vieux bourgeois réacs pour croire qu'on est toujours dominé par les soviets, les marxistes, etc. Ce qui se met en place, c'est une idéologie fondée sur le marché, les droits de l'homme, le libéralisme économique et le libéralisme sociétal, dont Jean-Claude Michéa allait montrer brillamment par la suite que tout cela ne forme qu'un tout complètement cohérent et logique. Dont le chef d'orchestre est les États-Unis. Alors on va vous retrouver dans une prochaine émission qui sera certainement l'occasion de parler du totalitarisme et de ce que vous faites en face du totalitarisme triomphant de la fin du XXe siècle. Merci beaucoup, Alain Benoît. À bientôt.